je voudrais faire un petit point comme ça, tranquillement, sans ordre, sur la question podcast. Si je pars de YouTube, il y a une attention visuelle. L'attention visuelle joue en permanence avec l'articulation, la parole, donc on crée une écoute. Si on est sur le podcast, sans le visuel, ça marche très bien. Pour moi, c'est plus, par exemple, en voiture, mais la construction du discours dans l'imaginaire des figures appelées, sans parler de bruit d'ambiance, c'est une autre narration. Par contre, dans nos modes de communication, où là, avec YouTube, c'est simple, on parle. C'est vrai que depuis un an, tout ça a basculé parce que chacun dans sa bulle de semi-réclusion, et quand on est en travail, à l'ordi, pour moi c'est régulier que je lance une YouTube, mais c'est quelqu'un qui est en train de parler, tenir discours. Bon, en même temps, je peux continuer mon boulot, ouvrir un autre onglet. Par contre, je sais bien que dans ce cas-là, ma concentration n'est plus exactement la même. C'est fascinant la façon dont on s'éduque, dont on s'est éduqué à pratiquer plusieurs objets d'attention simultanés. Et nos étudiants sont encore je pense, dans une coupure physiologique par rapport à nous. Physiologique, c'est peut-être pas le mot, en tout cas dans la capacité à gérer plusieurs flux dense ou moins dense, ou un dense avec un autre moins dense. Et ça, il y a une étape matérielle. Mon iPad, je peux ouvrir qu'une application à la fois. Et encore, ils ont fait des progrès. C'est en 2004 que sur les Mac, on a pu avoir sur le bureau plusieurs fenêtres simultanées. C'est datable. Et donc, c'est datable aussi dans nos cerveaux. Mais je sais bien que ces longues vidéos que j'aime tellement et que je mets en mode podcast le dimanche matin, eh bien, si tout d'un coup il y a quelque chose de beaucoup plus dense qui se dit, oh, faut que je revienne, que je fasse marche arrière. Donc, pas plus, mais c'est ce puzzle que je voudrais justement qu'ici, sur cet espace Patreon, on puisse mettre en place, on puisse ouvrir, discuter. Il y a d'autres éléments. Par exemple, autrefois, des radios comme France Culture étaient largement ouvertes aux créateurs dans mon genre, même sans formation technique spéciale. Ce qui ne veut pas dire que justement, après pas mal d'années, pas mal d'émissions, c'est grâce à ça, ou à Arte, qu'on puisse, des gens comme moi, disposer de ce minimum technique, mais qui n'est pas un obstacle en tant que tel. Avec les outils d'aujourd'hui, n'importe quel outil technique, il y a toujours un espèce de mode automatique qui est le minimum, mais avec lequel on peut faire des choses qui auraient été totalement inimaginables, y compris en qualité, il y a 5 ou il y a 10 ans. C'est le fait que la radio, dans sa hiérarchie, il y avait un temps, il y avait le transistor dans la cuisine pour écouter France Inter ou Europe 1 le matin. Et c'est ça qui s'est volatilisé. Mais c'est très récent. Il y a d'autres inflexions mesurables comme ça. Par exemple, Bruno Patino, qui est celui qui autrefois a mis en place le premier monde en version numérique, avait lancé aussi Arte Radio ou Arte Web avec Joël Ronez. Maintenant, ces fonctions replay, depuis ce mois-ci, elles sont installées aussi dans les chaînes qu'on peut convoquer directement sur un téléviseur avec l'abonnement Internet et pas simplement sur l'ordinateur. L'accès à une écoute podcast qu'on peut se programmer selon les thèmes, indépendamment du temps et des archives. Et ce qui m'a fait tilt aussi l'autre jour, c'est que je reçois mon relevé de la SCAM. Bon, a priori, relevé de la SCAM, maintenant que je suis un petit peu hors des charrettes et que le web, là, c'est ma principale activité, je ne m'attendais pas à trouver grand-chose. Et je vois justement des petites sommes, 16 centimes, 30 centimes, 20 centimes, etc. Mais il y en avait 4 ou 5 pages. Apparemment, c'est que les feuilletons, par exemple Rolling Stones, Led Zeppelin, des adaptations de Lovecraft,
que j'ai pu faire il y a plusieurs années sont passés en mode Lovecraft et que, à la fin du compte, j'avais 250 balles. Immédiatement réinvesti d'ailleurs, dans quoi? Ici, dans un micro. J'en avais déjà, mais en voilà un autre dans la famille. Ce qui prouve justement que, quels que soient nos usages à nous, qui sommes côté littérature, qui sommes plus côté texte, où petit à petit justement se passe ce campement littérature sur YouTube qui devient tellement riche, actif, en tout cas moi qui m'est aussi nécessaire, voire plus que les parutions de livres. Je ne les oppose pas du tout les uns aux autres, mais dans cette complémentarité, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est que en quoi ce travail qu'on installe via vidéo sur YouTube est un geste de littérature, d'écriture et de lecture, la lecture ayant toujours été un écosystème ouvert. Si vous êtes avec un livre dans un jardin, il y a le bruit du vent, il y a la voiture qui passe, il y a le petit cahier où vous gribouillez une note. Écosystème ouvert. Centrons sur le podcast. Dans nos usages, l'accès à ce qui était autrefois techniquement réservé, par exemple, à une commande de France Culture, ou ce qui pouvait s'installer, et historiquement, par exemple, même dans les années 60, ce Radio Caroline légendaire installé sur une vieille plateforme pétrolière dans la Manche, mais qui a permis l'éclosion du pop presque à elle toute seule. Aujourd'hui, on peut le faire avec nos outils, avec simplement un téléphone monté sur un tout petit trépied minuscule. Il a son micro ici. Bon, c'est pas top, mais la marque Rode, on va en parler, propose des petits micros qu'on peut installer déjà sur la prise du téléphone. Et puis déjà, on a un outil incomparablement plus intéressant. Donc ça, techniquement, c'est ce qu'on va juste regarder d'un petit peu plus près. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi justement la diffusion. C'est-à-dire que mettre des fichiers MP3 sur nos blogs, on est quelques-uns, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Les blogs, c'est 2004. On avait le format Flash. Moi, dans les années 98-2000, qu'est-ce que je m'amusais avec ces petites premières micro-vidéos Flash insérées dans des pages HTML. Bon, là, quelque chose s'est renversé aussi. Le blog, en tant que tel, peut accueillir tous ces éléments transmédia, mais l'enjeu, c'est d'installer ces éléments là où sont les usages. C'est-à-dire, vous êtes en voiture, vous avez envie d'écouter un podcast. Est-ce que vous allez faire de l'informatique? Non, on glisse sur Choc, appli, podcast France Culture, trouve-moi les programmes, et puis celui-ci, c'est celui que tu balances sur le haut-parleur de la voiture. Bon, ça fait un peu provincial, mes histoires. Nous, la voiture, c'est pas la même chose que quand on vit à Paris, mais les étudiants de Cergy, quand ils sont dans les transports en commun, qu'est-ce qu'ils font? Et donc, nous, on s'installe, mais forcément à la marge. L'élément peut-être nouveau, c'est que l'accès à des plateformes, par exemple Arte Radio a été précurseur. On pouvait installer à titre personnel des contenus sur Arte Radio. Même moi aussi, pendant un temps, on essaye tout ça. Simplement, c'est perdu dans la masse et il n'y a pas la médiation qui assure le repérage, la propulsion. Là, par exemple, il y a un outil qui s'appelle Anchor.fm. C'est pas le seul. Mais disons qu'en ergonomie, et puis c'est un bon exemple, mais si vous fouillez, vous verrez qu'il y en a d'autres. Anchor, on enregistre son MP3, ça on va en parler. Le MP3, on l'installe sur son compte Anchor, comme un compte YouTube. La différence, c'est que Anchor le rebalance immédiatement, par exemple sur Spotify, qui est un rouage extrêmement important. Le rebalance, ça suppose que vous ayez créé un compte sur iTunes, donc la plateforme Apple. Mais si vous avez créé le compte, il vous installe le petit tuyau. Et puis sur iTunes, le MP3 que vous avez déposé sur Anchor, c'est totalement libre et ouvert.
bien, se retrouvent sur Spotify, sur iTunes, etc. À la différence de SoundCloud, par exemple. SoundCloud, c'est une plateforme un petit peu historique de diffusion sonore, c'est-à-dire que de la même façon que pour YouTube, sur SoundCloud, on crée son compte, on installe de façon très simple ses fichiers audio, on installe les petits tags, donc les étiquettes qui vont permettre le repérage. Ça aussi, on va en reparler. Et puis, SoundCloud, vous pouvez vous abonner à des canaux de diffusion qui vous sont importants et réciproquement, vous allez voir arriver sur votre compte des abonnements. Simplement, c'est comme Vimeo et d'autres, c'est des plateformes très spécialisées où, évidemment, les fonctions réseau sont là, mais les fonctions réseau restent un élément secondaire, contrairement à YouTube, par exemple, où la fonction, c'est à la fois une base de recherche et une base de ressources. On peut considérer YouTube comme un site fixe de ressources, mais les fonctions réseau, algorithme de recherche, association sont greffées de façon tellement entrecroisées qu'on ne peut pas les dissocier. C'est-à-dire SoundCloud reste un canal unique et c'est ça le problème. On peut développer sur des niches des travaux exceptionnels, mais ça restera clos dans cet espace de niche. Avec ces nouveaux acteurs type Anchor, la différence, c'est que je crois même qu'on peut envoyer sur son compte SoundCloud ce qu'on dépose sur Anchor, c'est que l'accès à une banque de données podcast, c'est-à-dire là où vous avez vos usages de podcast, on peut y accéder à titre individuel. C'est pas si compliqué que ça. Ce qui pose aussi des questions, j'allais dire stratégiques. On n'en est pas là. Mais à la micro-échelle de son travail personnel, ben ouais, ça devient stratégique. C'est-à-dire, vous le mettez sur YouTube, vous savez que ça va être plus long, vous savez que l'organisation de la voix, des rythmes de voix, des échos que vous laissez ou que les allusions que vous développez sur la voix, ça va être... Donc vous fabriquez votre YouTube en mode podcast, ce que je suis presque déjà en train de faire dans ce moment précis. C'est un autre rapport au silence. Il n'y a pas l'appui de la gestuelle, mais tous ceux qui font de la radio le savent bien, comme la gestuelle est un élément de lecture, même s'il n'est pas inclus dans le média qui la propulse. Alors, est-ce que sur YouTube, vous allez installer ce que vous faites uniquement en son seul? C'est élémentaire, c'est ultra facile. C'est-à-dire, on installe son fichier et on copie au-dessus une photo, une image, un sous-titre, et puis il peut y avoir ce fond d'écran qui va rester sur la vidéo tandis que vous l'écouterez. C'est-à-dire que YouTube est aussi un élément de podcast. Pour là où j'en suis moi, si j'enregistre une lecture, j'ai enregistré ma lecture de Bartleby. Ça dure 1h50. Mais ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi à faire. Évidemment, on peut l'écouter sur YouTube, et ça, je vais continuer. Mais une fois que j'ai enregistré et fait mon montage, mes petits paramétrages voix, moi j'utilise Final Cut, eh bien, à ce moment-là, je fais un deuxième export qui est export uniquement audio. Et ce fichier audio, là, alors par exemple, je le mets dans une rubrique là de mon espace Patreon. Est-ce que je peux l'utiliser autrement? Par exemple, là, on sait qu'il y a des acteurs qui sont nés dans la sphère du podcast. Un des plus importants en France, c'est Binge Audio, qui a été fondé par un gars qui s'appelle Joël Ronez, qui a commencé par les premiers sites littérature, celui de Ombre Blanche à Toulouse. Joël ensuite est passé à Arte, et puis c'est celui qui a mis en place justement toute la première ébauche de ce dispositif numérique dans Radio France, avant d'être un petit peu éjecté dans un changement de direction. Et il a fondé ce Binge Audio qui produit des émissions. Alors quelquefois c'est ultra simple, c'est-à-dire vous arrivez avec un journaliste qui a un zoom, peut-être pas le H4 mais le H5 ou le H6, et puis
un micro propre à distance. Et puis voilà, ça suffit pour faire une émission. Mais maintenant, Binge, à la fois, il fabrique, il sous-traite les podcasts pour un tas de magazines. Je ne vais pas dire les noms parce que ça ne me regarde pas. Mais quand vous êtes sur Le Monde, par exemple, et que vous vouliez aller voir podcast, bien, ceux qui sont derrière, c'est Binge Audio. Et Joël Ronez a installé aussi des suites d'émissions, de création. Alors évidemment, il y a des choses de génération et des choses, etc. Après, bon, même en se connaissant, j'ai pas eu d'ouverture. Ah, dis donc, si on mettait tes podcasts sur Binge. Non, c'est pas ça. Chacun a sa logique et c'est ça le web. Et c'est important qu'on le comprenne, qu'il n'y a pas des questions d'animosité, de frontières, d'hostilité, mais que chaque bulle doive développer son identité. C'est des frontières ouvertes, mais gardons-les quand même, les frontières, les spécificités. Apprenons à jouer de comment le paysage installe des logiques très spécifiques, sans essayer de trouver un dénominateur commun qui ferait que de la bouillie. Je sais que ça peut être conflictuel, problématique, mais on est tous à travailler dans cette question-là, de frontières ouvertes. Rapport au podcast, bien pour moi, par exemple, une suite de questions concrètes, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, je fais une deuxième chaîne YouTube qui n'accueillerait que ces versions audio longues, et par contre qui permettrait l'usage en abonnement pour, si vous êtes en voiture, là par contre en un clic, YouTube, machin truc, et puis que vous avez ces lectures. Ou installer, comme c'est le cas avec Patreon, bien, vous pouvez télécharger, et puis si vous téléchargez, c'est sur votre appareil à disposition le temps que vous alliez faire votre balade. Ou au contraire, c'est-à-dire il y a ce mouvement aussi qui se développe assez massivement aux US, qui est de dire, eh bien, simplement, YouTube garde la version, là, ce qui se passe dans l'échange, on peut être à deux. Je l'ai fait hier avec un ami cinéaste, Yvan Petit. Et puis, c'est cette vidéo qu'on laisse en ligne, même si le mode d'échange est principalement sur la parole. Alors, on appelle ça même YouTube Podcast. Est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que ça vous pousse dans le dos pour vous écarter des vidéos éditées, montées? Voilà, c'est ça les questions. Fin là-dessus. Maintenant, chapitre 2, le podcast, comment? Et là, moi, j'ai plusieurs étages. La première, ce serait, on est assez nombreux pour pouvoir échanger sur comment vous écoutez le podcast. Et qu'est-ce qui évolue dans vos usages de podcast. Et vous voyez qu'il y a des frontières qui sont totalement poreuses avec l'univers de la radio et de la commande publique, ou l'univers de l'initiative web avec ses niches, même si c'est SoundCloud, et puis des niches extrêmement satellisées, et là avec des frontières qui sont loin de ce bloc commun comme Facebook peut l'incarner. Et puis, à partir de cette mise en commun de nos usages, comment on peut apprendre à y répondre? Par exemple, l'autre jour, on discutait sur le même espace Patreon des questions d'édition print on demand. J'ai dit, mais à quel moment on pourrait tout simplement, nous qui publions de la littérature en print on demand, avoir une sorte de convention, de label, et donc ce serait un petit dièse, tag, qui est une invention. Ça s'est inventé comment, le tag? En 2006, sur Twitter, c'est une invention des usagers, des utilisateurs. Et donc, avoir simplement un petit tag, comme le tag Littératube, sert à faire émerger telle et telle chaîne, tel et tel bouquet de chaînes YouTube dans notre petite constellation de la littérature sur YouTube. Eh bien, dans les repérages, par exemple, Amazon ou Dilicom, si vous êtes en accès aux librairies, de repérer des auteurs en print on demand qui ont un minimum d'exigence. C'est pas ça, mais
convention solidaire, associative, dans la grande diversité, où dire ce truc est suffisamment bien mis en page, ce truc, littérairement, il y a des enjeux dans l'écriture, dans le récit, et puis tout d'un coup, ce tag, à condition qu'il reste dans un mode comme ça collaboratif, avec des règles claires, pourquoi pas une charte? Il y a eu déjà des tentatives là-dessus. Mais justement, est-ce que des tentatives, si elles ont eu lieu il y a 3 ou 4 ans, il ne faut pas les réactiver parce que maintenant, il y a une dimension, une masse critique de publication suffisante pour que cette charte soit plus effective qu'elle l'a été dans des précédentes tentatives il y a 4 ans ou 5 ans. Rapport au podcast, bien, tout simplement, ce mode aussi de tag podcast littérature, même un mot aussi bête que ça, dièse podcast littérature en un seul mot, eh bien, permettrait de repérer des démarches qui, si vous passez de l'une à l'autre sur SoundCloud, etc., c'est des vrais labyrinthes, c'est avancer dans la nuit avec une petite lampe de poche. Maintenant, le comment. J'ai l'exemple là, alors peut-être il écoutera, peut-être il n'écoutera pas, il se reconnaîtra, c'est un ami que je considère comme proche, en tout cas il y a très longtemps, et puis se lance dans le podcast juste avec téléphone. Bon, qu'est-ce que c'est l'audio? L'audio, c'est même pas ici, si on voit le tout petit trou du micro, là c'est une caméra, je sais pas, mais évidemment, c'est tellement minuscule. Donc la première chose, c'est de dire, mais avec, je crois que ça coûte 40 balles, de cette marque Rode, mais il y a d'autres marques, faites toujours attention parce qu'il y a 2 types de câbles. Un câble qui s'appelle TRS, ne me demandez pas la différence, je crois qu'ici c'est juste, il y a 2 petits plots, et puis les câbles qui s'appellent TRRS, où il y a 3 petits plots, et si je branche ça sur mon appareil photo, c'est le câble TRS, mais si je le branche sur le téléphone, c'est le câble TRRS. Ça peu importe, on se passe les tuyaux, il y a toujours moyen, on trouve tout ça facilement par téléphone, mais déjà, si vous passez sur le micro, qu'est-ce qui compte dans le micro? Il compte la direction et compte surtout la proximité. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, si les questions de voix, on travaille au casque. Si vous parlez là ou si vous parlez là je parle à celui-ci, donc vous ne l'entendez pas, mais je peux le faire comme ça. Là, je peux parler en mode podcast, voire en mode ASMR, et je peux m'éloigner. Par contre, si je m'éloigne sur le côté, vous entendrez beaucoup moins, et idem si je m'éloigne là. Si je parle là, plus loin, je peux être en voix conversationnelle, mais le petit cône de ce micro, c'est ça, ces choses-là. Mais en tout cas, c'est de la vibration d'air. La vibration d'air, elle s'étend dans toutes les dimensions, donc de toute façon, c'est la proximité qui va être la plus importante. Ces petits micros qu'on met sur les appareils photo, si l'appareil photo reste à moins de 50-60 cm, il est parfait. Le Rode VideoMic Pro, il marche avec. Donc, moi, je l'utilise sur le frère, le petit frère de celui qui me filme en ce moment. Quand vous achetez un appareil photo, maintenant, même le petit Canon GX7 ou le petit Sony A400, etc., c'est-à-dire même les appareils maintenant que vous trouvez à partir de 600 balles, ils incluent la prise micro et la prise casque ici. Bon, vous savez comment ça se branche un casque, hein. Mais en tout cas, quand vous faites l'investissement dans un appareil photo, dès lors que pour nous, la question de l'audio est essentielle, puisqu'il s'agit de texte, eh bien, c'est investir dans quelque chose qui comporte une fonction micro et une fonction casque. La question ensuite, c'est que là, vous pouvez avoir, donc Rode, vous pouvez régler, enlever si par exemple il y a un bruit de climatisation dans une bibliothèque ou des voitures qui passent, ou si c'est un concert fort avec des enceintes, ben, vous allez réduire ou augmenter l'entrée, donc tous les micros aussi, c'est ces petites fonctions. Simplement, le signal passe dans les préamplis de l'appareil, et les préamplis des appareils photo ne sont jamais très bons. Donc c'est bien, c'est déjà tellement mieux que le téléphone, mais je pars de l'exemple de ce copain, j'ai dit, vas-y dans le podcast, vas-y.
équipe-toi. Alors il s'équipe, il prend la version de ces Zoom, donc c'est fabuleux comme appareil. Et Zoom, donc ça c'est le H4n Pro qui doit valoir dans les 230 €. Il y en a un, le H1 qui vaut 80 €. Et puis ensuite il y a le H5 qui vaut, etc. Laissons tomber. Sauf que c'est un petit peu historique, c'est un petit peu fiable. Puis il y a ces deux micros croisés qui comportent même des fonctions, c'est-à-dire on peut les mettre, ce que ceci, je ne vais pas le casser mon truc, mais on peut changer l'angle de captation de ce croisement XY qui refabrique de la stéréo. Alors le H1 qui vaut uniquement 85 balles, ça veut dire que vous disposez seulement de ces deux petites capsules pour travailler le son. C'est-à-dire le reprendre ensuite sur l'ordinateur. Il y a des logiciels libres, hein, Audacity, ça suffit. Rajoutez quoi ? Un petit peu de compression, un petit peu de réverbération. Si vous avez GarageBand sur un Mac, tous les Macs sont livrés avec GarageBand, eh bien, pareil, un petit peu de compression, un petit peu de réverbération, et la voix sera totalement différente. Qu'est-ce qui sépare le H4 du H1 ? C'est qu'ici, vous avez deux jolis petits trous qui sont destinés aux prises XLR, c'est-à-dire que vous pouvez brancher un micro extérieur, que dans ce cas-là, les deux capsules sont strappées et que vous utilisez le préampli du Zoom pour enregistrer votre voix, ce qui n'empêche pas de la coupler avec l'appareil photo. Il suffit de se faire un petit clap au début. Je l'ai fait suffisamment souvent. J'essaye de ne pas trop me perdre. La question, c'est est-ce que c'est le Zoom qui fait l'enregistrement ? Non. C'est cette interface entre le micro et le fichier que vous allez importer en Wave, dans Audacity ou GarageBand ou n'importe quel logiciel, y compris les logiciels de montage vidéo comme iMovie, Final Cut, où vous disposez de ces mêmes plugins audio. Et donc, moi, c'est sur Final Cut directement, et non pas sur un logiciel externe comme Pro Tools, que je rajoute mon petit compresseur, ma petite reverb, très peu, c'est un réglage, mais qui dépend du micro, pour que la voix reste plate, mais qu'elle sature bien la bande passante, etc., etc. Là, après, c'est d'autres finasseries. Mais en tout cas, que vous soyez sur le téléphone ou que vous soyez sur le Zoom, mais moins avec l'appareil photo dont les préamplis sont trop limités. Mais mon appareil photo, je ne vous fais pas de cliché, mais celui qui me filme en ce moment est surmonté d'un petit adaptateur XLR. D'ailleurs, même les Zooms peuvent avoir cette fonction qui fait que je reçois un micro XLR et non pas mini jack, et que ce micro passe par les préamplis internes de ce petit adaptateur, comme si je mettais un zoom sur mon appareil photo. D'ailleurs, ça marche très bien aussi comme ça, au lieu des petits préamplis internes d'appareils qui sont évidemment voués à l'image et pas voués au son. Point d'étape, on y est presque. C'est-à-dire, ce qui m'a surpris chez l'ami, mais il ne m'a pas demandé mon avis, je n'ai pas à donner des avis quand on ne me les demande pas, c'est que l'achat à faire, ce n'était pas d'abord le zoom, c'était d'abord le micro. Et les micros, bon, là, moi, c'en est un que j'ai depuis bientôt plus de 20 ans même, je crois. Ça me servait dans mes premières expériences, indépendamment du web, pour les lectures, les effets. C'est ce qu'on appelle des micros à condensateur et des micros, pour celui-ci, large membrane. Est-ce que ça coûte cher ? Ça, c'est le Rode NT1. J'ai mis du gaffeur noir. C'est juste parce que sinon, ça me faisait des reflets dans l'appareil photo. Idem, la petite bonnette anti-pop, plutôt que d'avoir l'anti-pop là, qui cachait la moitié du visage. Celui-ci, je crois qu'il vaut 180 balles maintenant. Le NT1 ou le NT1A, ça reste un grand classique. Et on a une large membrane, une sortie XLR, et vous êtes pareil. Mais ce qui est apparu il y a quelques années, c'est
des micros dans ce genre-là, mais que vous pouvez brancher en USB sur votre ordinateur. Et là, je vous mets photo, par exemple, du Rode USB. Il y a un qui est un petit peu légendaire, parce que celui un peu qui a changé la règle du jeu, c'est le Blue Yeti. Mais achetez un Blue Yeti, quel plaisir vous aurez! Parce que vous pouvez régler, justement, il n'y a pas besoin de faire de post-prod, vous pouvez régler les niveaux, les tonalités, là, directement avec des petits boutons. Et puis, le Blue Yeti, eh bien, si vous faites votre podcast, vous parlez au micro et c'est l'ordinateur qui enregistre. C'est directement votre logiciel, GarageBand, Audacity, etc., Pro Tools, qui va prendre la voix et fabriquer le fichier du podcast et vous permettre de faire des coupes, des reprises, si vous dites des un, au fait, mais bon, genre. Bon, il faut quand même un petit peu de nettoyage toujours. Puis c'est bien aussi, vous êtes enregistré, concentré. Ouh, petit repos, langue au repos dans le fond de la bouche. Et hop, on reprend. Normalement, ça, moi, je les coupe dans mes vidéos. Donc, la question du premier achat pour le podcast, c'est le micro. Le micro que vous alliez le relier à votre appareil photo directement ou en passant par un zoom, ou que vous utilisiez le bon micro et non pas les petites capsules directement sur les prises XLR du zoom. Mais c'est le premier achat. Le premier achat, c'est le micro. Le reste, le téléphone, le zoom, l'ordinateur, le font pour préparer, monter le fichier. Il y a des petites applis excellentes là-dessus pour ça. Il y a d'autres solutions. Pendant plusieurs années, vous savez que ce machin-là, moi, il était toujours là, planté dans le milieu de mon image. Ça a disparu il y a quelques temps. Je l'ai remplacé par un micro Canon. Micro Canon, voilà à quoi ça ressemble. C'est aussi la marque Rode. C'est vrai qu'il m'a un petit peu changé la vie parce qu'on le place à... Donc, si c'est en voie lue, on peut être à 10 ou 20 cm. Mais là, il faut le casque vraiment pour contrôler. Et à partir du moment où vous le mettez à 30, 40 cm, comme il est très directif, on n'entend pas trop ce qu'il y a dans la rue ou les bruits éventuels de la maison autour de vous. Et ça reste un micro conversationnel d'exception, y compris pour prendre des choses en reportage qui sont beaucoup plus loin. Pensez toujours que si vous êtes en vidéo, en situation d'échange de reportage, le câble, c'est facile un câble XLR, c'est alimenté par l'appareil photo ou par le magnétophone en 48 volts, on peut le déplier à 3 mètres ou 4 mètres. Si vous vous filmez même avec un petit micro qui normalement est sur l'appareil photo comme ça, si vous éloignez l'appareil photo, rachetez-vous un petit machin, ça coûte 8 balles, des petits câbles un peu extensibles, et puis utilisez votre micro comme un micro podcast, même si l'appareil photo est à 1 mètre. Ça, c'est une leçon, mais combien de fois ça énerve. C'est-à-dire, de toute façon, si le son est mauvais, si vous entendez l'appareil photo, tout ça, bon, on tient 3 minutes, mais on ne tient pas plus. Mais dès que vous ouvrez une chaîne, quand on est un petit peu exercé, on le sait bien, à quelle distance est le truc, si on entend la petite fréquence comme ça, même si ça semble tellement léger, dès qu'on fait le saut du micro, ça change tout. Et dès lors qu'on est en mode audio principal, parce que nous, il s'agit du texte, c'est cette qualité qui est le premier truc d'investissement. Donc moi, je suis passé au NTG 4, qui est une sacrée belle réalisation. Ça vaut 230 balles. Il y a plusieurs boutons dessus où on peut justement enlever les bruits de clim, où on peut limiter un peu la puissance si on est en concert. Et je m'en suis servi plusieurs mois. Et c'est vrai que là, dans cet usage de vidéo parlée, j'y ai pris un goût énorme. Et celui-ci, je ne l'ai plus ressorti. N'empêche que ces questions-là,
C'est comme les appareils photo. Tout à l'heure, je disais, vous voulez faire du boulot. Bon, c'est vrai, le téléphone, ça suffit. Ça, bon, aucun problème là-dessus. Si vous voulez investir, j'ai plusieurs amis qui font du journal filmé avec des petits appareils compacts, le GX7 Canon, mais un Sony aussi, très bien pour le 6400, ou je sais pas, j'ai pas ça en tête. C'est génial pour aller travailler. Regardez cette chaîne vidéo formidable de Patrick Muller qui s'appelle Les Jours. Tous ces plans rapprochés, une fleur, un truc à la fenêtre, une voiture avec une éraflure. C'est fait avec un petit appareil compact qui tient à la main. Donc c'est un mode totalement essentiel. Mais pour le son, ça ne peut pas marcher. Donc oui, c'est tellement important que il y a besoin d'investissement. Si vous êtes à la radio, sur mon site, il y a un article qui est un billet d'il y a une dizaine d'années maintenant. C'est Joël Ronès qui m'avait invité. C'était pour les 50 ans de la Maison de la Radio. Et j'avais suggéré, moi j'aimerais bien visiter la microthèque. Cette espèce d'énorme machin qui avait servi à De Gaulle en 1945. Ou celui dont se servait Edith Piaf. Ou le micro qu'avait Robert Plant dans son concert à la radio en 1971. Bon, peu importe, mais c'est tellement important, cette question des micros. En janvier, je me retrouve à la Muse en circuit. J'avais amené mon petit chiour de scène qui est fait pour travailler dans des environnements donc de son très forts. Je l'ai payé 280 balles, ce petit chiour 58A. Et donc c'est un classique. Mais tout d'un coup, je me retrouve sur un micro. Au moment de sortir mon micro, de le mettre sur le pied, je découvre qu'il y en a déjà un, je l'essaye. Et ouais, c'était un micro à 900 balles. Mais tout d'un coup, il n'y a plus rien à voir. Alors ce que disent les ingé-sons, c'est que si tu prends, par exemple, ça, on est dans les 200 balles, mais c'est l'usage photo. Si on passe ensuite au micro XLR, dans les 200 balles, après vous trouvez tout un tas de chaînes avec les comparatifs, etc. Il y en a aussi, il y a les mêmes en version plus court. On appelle ça les micro-stylos. Donc en gros, c'est les mêmes caractéristiques, les mêmes capsules, mais il n'y a pas les grilles acoustiques qui sont sur les bords qui permettent cette directivité ou cette isolation. Mais enfin, en tout cas, disons que l'évolution depuis 2-3 ans, c'est plus de ramasser ces objets hautement technologiques dans des choses plus petites qui permettent par exemple aussi de travailler en stéréo. Les musiciens savent bien, c'est 2 petites réglettes et on entre ça sur les 2 entrées du zoom ou l'entrée stéréo de l'appareil photo. Je me perds pas. Quand vous passez ça, déjà dans cette gamme des investissements à 200 €, au moins on est dans une qualité de silence, de spectre de voix où tout devient différent. Simplement, si vous passez ensuite à la gamme des 600 balles, celui-ci, le Sennheiser 46, le Sennheiser 46 qui ressemble comme un petit frère à celui-ci, qui est vendu 1000 €. Bon, c'est une autre, dans le monde professionnel, c'est ça qu'on utilise. J'ai remplacé le NTG4 Plus par un NTG3. Je suis passé à la catégorie au-dessus. Ouais, c'est un vice. Je sais pas. Je crois que là, maintenant, j'en ai pour des années avec celui-ci. C'est-à-dire, le saut entre un micro à 200 balles et un micro à 600 balles, c'est... justement, j'avais cet argent des podcasts de France Culture qui m'était arrivé. Eh bien, ça m'a permis le upgrade vers le NTG3, mais le saut entre le 200 balles et le 600 balles, c'est considérable, mais bien moindre qu'entre le 600 balles et le 1000 balles. En gros, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas hésité à faire cet investissement. D'ailleurs, si quelqu'un parmi vous est intéressé par un Rode NTG4 XLR qui m'a servi 3-4 mois, mais très précautionneusement, sans jamais sortir de ma piole, on en parle par message privé. Voilà, en gros. Il y a d'autres choses, et ça j'en avais déjà parlé quand je vais faire une vidéo tuto sur
audio pour vidéo. Évidemment, il y a maintenant aussi ces petits machins qui ont fait de tels progrès. Les petits micros-cravates que vous clippez ici et puis que vous orientez un petit peu, ces micros omnidirectionnels. Pareil, il faut que ce soit proche de la bouche, pas directement devant pour le souffle, mais en cinéma, ils vous mettent ça dans les cheveux et ça marche pareil. Le fil, on le camoufle ou pas, parce que nous, ça, on n'a pas trop besoin. Ils sont vendus aussi avec une toute petite bonnette anti-vent de protection. Et puis, idem, cette sortie du micro-cravate, c'est un petit câble, vous pouvez le brancher directement sur l'appareil photo, ça existe, directement sur le téléphone. Veillez, quand vous l'achetez, à choisir pour quel usage il va être, ou dans mon cas, sur un petit truc comme ça que vous mettez dans la poche. C'est les Rode, je ne sais plus comment ça s'appelle, Wireless Go. Et puis, de l'autre côté, vous avez le récepteur. Le récepteur, vous le branchez où vous voulez, sur votre Zoom, sur votre appareil photo. Et dans ce cas-là, à quelque endroit que vous soyez, votre voix passera par le petit cravate. Et ça, c'est dans plein et plein de vidéos. Apprenez à regarder comment ils s'y prennent, les gens. Et puis, pas besoin de s'en préoccuper. L'appareil, il est à 2 mètres. Mais ce qui compte, pareil, c'est le 10 cm de la voix au petit micro. Voilà, je voulais ouvrir ça, mais bon, là, cette question des micros, elle est vraiment importante. C'est pour ça que j'ai mis le focus un peu là-dessus. Mais l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos fichiers audio ? Comment on installe de ne plus être chacun dans la dispersion, mais qu'avec des outils comme Anchor, on puisse commencer à rassembler, taguer ce qui concerne le travail de littérature. L'ami dont je parlais, je crois ce matin, j'écoutais son 13e podcast. Bon, mais je ne veux plus lui dire maintenant, mais je trouve que la voix est trop petite, parce que c'est un outil trop petit par rapport à cet outil radio. C'est-à-dire, à un moment donné, arrêtons de faire cadeau de la qualité à l'ennemi. Est-ce que une chaîne de radio publique est une ennemie ? Bien sûr que non. Mais ce saut technique, ne leur laissons pas le privilège du propre. Si on n'est pas dans cette instance de la même qualité, les livres qu'on défend, les voix nouvelles qu'on défend, les lectures qu'on fait, les interviews, eh bien, on sera toujours rejeté sur les bords. Et je pense que ça, là, maintenant, c'est l'enjeu. Comment, collectivement, via YouTube, via Anchor, on s'installe aussi dans le podcast. Et c'est des lourdes questions entre la division permanente où je suis entre tu fais une photo, tu fais une vidéo. Tu privilégies le podcast, tu privilégies la vidéo. Mais au moins, on ouvre le chantier. Voilà, c'est déjà bien trop long. Mais ouvrons le débat. Et ce qu'on fait, organisons que ce soit fait dans la diversité, il n'y a pas à refabriquer des espèces de faux monolithes. Je dis bien, ça peut être conflictuel, mais il n'y a pas d'animosité là à dire laissons cette diversité s'installer, mais organisons que ces diversités soient en synergie. C'était ça, pour ça que je voulais faire cette vidéo.